J'étais debout dans le rayon peinture chez Home Depot, tenant 2 cartes d'échantillons comme si elles avaient une réelle importance, quand mon téléphone a sonné. L'une s'appelait « Ciel matinal ». L'autre, « Havre doux ». Bleu pâle, toutes les deux. Je me souviens avoir fixé ces petits rectangles sous les néons, essayant d'imaginer lequel rendrait le mieux dans une chambre de bébé. C'est drôle, j'avais passé la majeure partie de ma vie à prendre des décisions valant des millions de dollars sans sourciller. Des contrats, des paix, des accords d'expansion. Mais là, à 52 ans, j'étais complètement figé. Devant des couleurs de peinture pour une pièce qui me semblait soudain plus importante que toute mon entreprise. Le téléphone a vibré à nouveau dans ma main. Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé passer sur la messagerie, mais cela faisait 9 ans que nous attendions ce bébé. Les cliniques de fertilité, les injections, les cycles de FIV ratés. Après tant de déceptions, chaque numéro inconnu commence à sembler important. Alors, j'ai répondu, « Allô, Daniel Mercé à l'appareil. » Il y a eu une courte pause, puis une voix de femme. « Madame Mercé, j'appelle simplement pour passer en revue vos instructions de rétablissement après la procédure. » J'ai froncé les sourcils immédiatement. Je pense que vous faites erreur sur le numéro. Une autre pause. Un bruit de papier qu'on remue. Oh, je suis désolé. Monsieur. Ce numéro est répertorié comme le contact principal sur le compte d'assurance. Un froid glacial a traversé ma poitrine. Quelle procédure? Silence. La femme a soudainement semblé nerveuse. Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. Quelle procédure? Sa voix a baissé d'un ton. L'intervention pour l'interruption de grossesse de mardi. Je ne me souviens pas avoir lâché les cartes de peinture. Je me souviens du bruit qu'elles ont fait en touchant le sol en béton, par contre. Un petit bruit. Un bruit insignifiant, mais pour une raison quelconque, il est resté gravé dans ma tête. Autour de moi, les gens continuaient leurs achats. Un couple se disputait à propos de ventilateurs de plafond 2 rayons plus loin. Un gamin suppliait son grand-père pour des bonbons près de la caisse. La vie continuait simplement son cours. Pendant ce temps, mon cerveau s'était complètement arrêté de fonctionner. C'est une erreur, ai-je dit. L'infirmière s'est excusée à nouveau et a raccroché. Je suis resté planté là. Pendant peut-être 30 secondes, peut-être 5 minutes, je n'en sais rien. Honnêtement. Puis je suis sorti dans la chaleur du Texas, ne tenant rien d'autre que mes clés de camion. La circulation à Plano était dense cet après-midi-là. Le désordre typique du nord du Texas. Des cônes de chantier partout, des gens se coupant la route sur Preston Road comme s'ils se qualifiaient pour le NASCAR. Je ne remarquais presque rien. J'entendais sans cesse la même phrase en boucle, l'intervention pour l'interruption de grossesse de mardi. Rachel m'avait envoyé un SMS mardi après-midi pour me demander si je voulais des sushis pour le dîner. Ce souvenir m'a frappé si fort que j'ai dû me garer sur le parking d'une station-service parce que mes mains tremblaient trop pour conduire. Je l'ai appelé immédiatement. Directement sur messagerie. Encore une fois, messagerie. Je suis resté assis là, à fixer à travers le pare-brise.
gars qui faisait le plein de son Ford F-150, comme si le monde entier était devenu irréel. Puis j'ai conduit jusqu'à la clinique. Tout au long du trajet, je n'arrêtais pas de me convaincre que c'était faux. Peut-être qu'ils avaient mélangé les dossiers. Peut-être que c'était une autre Rachel Mercé. Peut-être. Mais au fond de moi, je le savais déjà, car une fois le choc passé, tous ces petits moments des derniers mois commençaient à s'aligner dans ma tête. Rachel évitant les conversations sur les prénoms de bébé. Rachel vérifiant ses emails professionnels pendant les rendez-vous chez le médecin. Rachel parlant soudainement sans arrêt de devenir vice-présidente. Avant 42 ans. Des choses que j'avais ignorées parce que je l'aimais. Ou peut-être parce que j'avais peur de regarder de trop près. Quand je suis arrivé à la clinique, elle était déjà dehors, m'attendant. Cela m'a tout dit. Elle se tenait près de l'entrée dans un blazer de couleur crème. Les bras croisés serrés contre elle. Son visage paraissait pâle sous le soleil de l'après-midi. Pendant une seconde, je voulais encore qu'elle me dise qu'il y avait eu un malentendu. Au lieu de cela, elle m'a regardé et a dit calmement. Daniel. C'était tout. Pas de déni, pas de confusion, juste mon nom. Je me souviens avoir ri une fois. Pas parce que c'était drôle, c'était le genre de rire que votre corps produit quand la réalité se brise plus vite que vos émotions ne peuvent suivre. Tu l'as fait, ai-je demandé. Elle a détourné le regard vers le parking. Je ne savais pas comment te le dire. J'ai senti un poids s'installer dans mon estomac. Mardi matin. J'étais à Fort Worth pour conclure un contrat de logistique de près de 2 millions de dollars. J'ai embrassé ma femme pour lui dire au revoir avant de partir. Je lui ai dit que je l'aimais. Et pendant que j'étais assis dans une salle de conférence vitrée à parler d'intégration logicielle et de réseau de distribution, elle mettait fin à notre grossesse sans même m'appeler. J'ai 41 ans, Daniel, a-t-elle dit soudainement, la voix brisée. Est-ce que tu comprends ce qui arrive aux femmes dans la direction des entreprises à mon âge? C'était ma chance. Je l'ai juste fixée. Elle a essuyé ses yeux rapidement. Tu as ton entreprise, ton héritage. Tu as déjà construit quelque chose. J'ai passé 10 ans à essayer d'obtenir cette promotion. Si je m'absentais pour un congé maternité maintenant. Tu as supprimé notre bébé pour un titre de cadre. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit doucement. Son visage s'est crispé. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas été terrifié? J'ai enfin une chance de devenir vice-présidente. Les femmes n'ont pas d'opportunités infinies dans mon secteur. J'ai remarqué qu'elle ne cessait de dire « je », pas « nous », pas « notre » enfant. Juste sa carrière, son avenir, son opportunité. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que l'intervention elle-même. Parce que soudain, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a des années, nous n'avions pas fait le deuil de l'infertilité ensemble. Nous survivions dans des vies séparées sous le même toit. Je me suis appuyé contre mon camion car mes genoux se sentaient soudainement faibles. 9 ans. 9 ans d'essai. Je me souvenais avoir monté un berceau un Noël après notre deuxième tentative de FIV parce que Rachel disait qu'elle voulait de l'espoir dans la maison. Je me souvenais être assis à côté de son lit.
d'hôpital après sa fausse couche en 2019. Je me souvenais avoir fait semblant de ne pas remarquer quand elle pleurait sous la douche pour qu'elle puisse avoir son intimité. Pendant toutes ces années, je pensais que nous portions la même douleur. Peut-être que non. Un long silence s'est installé entre nous. Des voitures entraient et sortaient du parking derrière elle. Une femme est passée en tenant des papiers et un café. Glacé. La vie normale. Rachel a fini par reprendre la parole. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. C'est à ce moment précis que j'ai réellement cru que notre mariage était terminé. Pas parce qu'elle avait mis fin à la grossesse, mais parce qu'elle ne comprenait vraiment pas ce qu'elle avait détruit. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de répondre. J'ai besoin de temps. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Vers 1h du matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé les photos de chambre de bébé que j'avais enregistrées ces dernières semaines. Des petites étagères, des fauteuils à bascule, des petites couvertures sur le thème du baseball. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne pleurais même plus. J'étais juste vide. Et quelque part entre minuit et le lever du soleil, une autre pensée m'a finalement frappé. Le plus dur n'était pas de perdre le bébé. C'était de réaliser que ma femme n'avait jamais eu assez confiance en moi pour affronter cette décision avec moi dès le départ. 3 jours après la clinique, j'ai fait 2 sacs de voyage, pris mon ordinateur portable et une réserve d'1 semaine de médicaments contre l'hypertension, et j'ai emménagé dans un résidence inn près de la centrale Expressway. J'ai dit à Rachel que j'avais juste besoin d'espace. La vérité était que je ne pouvais plus respirer dans cette maison. Chaque pièce semblait hantée. L'îlot de cuisine où nous buvions le café le dimanche matin, le couloir où nous nous étions disputés calmement après des rendez-vous de FIV ratés, la chambre supplémentaire à l'étage dont nous faisions semblant qu'elle finirait par servir. J'ai pris ma chambre à l'hôtel vers 18h, tandis qu'un réceptionniste épuisé avec un cordon des cow-boys s'excusait parce que la machine à glaçons du 3e étage était cassée. Je me souviens avoir hoché la tête comme si cette information importait. C'est devenu ma vie pendant un certain temps de minuscules détails insignifiants flottant autour pendant que ma vie réelle s'effondrait sous mes pieds. La chambre sentait légèrement l'eau de Javel et la vieille moquette. Il y avait une petite kitchenette que personne n'utilisait vraiment et l'un de ces fauteuils en faux cuir qui ont l'air confortables jusqu'à ce qu'on y reste assis. Plus de 10 minutes. J'ai passé la première nuit à fixer ESPN sans le son. Je n'en ai pas regardé une seule seconde. Je suis juste resté assis là, en silence, tandis que les feux de circulation de Dallas clignotaient devant la fenêtre. Vers 21h30, mon téléphone a vibré. Rachel. Je l'ai laissé sonner. Puis un autre. SMS est arrivé, nous devons discuter comme des adultes. J'ai eu un petit rire à cette lecture. Des adultes. Après avoir caché une chose. Pareil à son mari? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un Whataburger près de Richardson parce que j'ai soudainement réalisé que je n'avais pas mangé de la journée. L'endroit était bondé de lycéens et d'ouvriers du bâtiment terminant leur service. Je me suis assis seul dans mon SUV sur le parking, mangeant des frites froides tout en regardant des familles entrer ensemble. Un grand-père tenait la porte à une petite fille portant des bottes de
cow-boy. Un jeune père portait un bambin endormi sur son épaule. Et j'étais là, à 52 ans, assis dans un SUV de luxe qui valait plus que ma première maison, à manger un cheeseburger tout seul comme un vendeur d'assurance divorcé. C'est la chose que personne ne vous dit sur le deuil quand on vieillit, c'est silencieux. Il n'y a pas de bande-son dramatique, pas d'effondrement à genoux. La plupart du temps, on est juste assis seul sur des parkings en se demandant comment notre vie est devenue méconnaissable si vite. Le lendemain matin, mon meilleur ami Frank Delgado m'a appelé. « Tu es vivant ?» a-t-il demandé. « Plus ou moins. Je suis dehors. » Frank était mon ami depuis plus de 20 ans. Nous nous étions rencontrés à l'époque où ma société de logiciels opérait encore dans un bureau loué au-dessus d'un magasin de pneus à Garland. Il possédait une entreprise de construction à l'époque. Un type bruyant, chauve, avec une haleine de café permanente, le genre d'homme qui vous insulte par affection. J'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel et je l'ai trouvé tenant 2 cafés dans un sac en papier de chez McDonald's. « Tu as une mine affreuse », a-t-il dit immédiatement. « Bonjour à toi aussi. Je suis sérieux. On dirait qu'on t'a déterré. » Il est entré sans demander. Frank avait divorcé 2 fois et traitait le conseil conjugal comme les vétérans de combat parlent des vieilles guerres. Il s'est assis à la petite table de l'hôtel et a fait glisser un egg muffin vers moi. « Tu manges ?» J'essaie. Il m'a étudié pendant 1 minute. Puis il a dit doucement, « Tu vas me dire ce qui s'est réellement passé ?» Alors je l'ai fait. Pas tout d'un coup. Par morceaux. L'appel de la clinique, la promotion, la grossesse, le secret. Frank a écouté sans m'interrompre, ce qui m'a honnêtement fait plus peur que s'il avait crié. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière lentement. « Seigneur. » Ouais. Puis il a posé la question que j'évitais moi-même. « Tu penses que c'est la première fois qu'elle te cache quelque chose ?» J'ai détourné le regard immédiatement. La réponse était venue trop vite. Frank l'a remarqué. « Oh, Danny. » J'ai passé mes 2 mains sur mon visage. « Il y a eu d'autres grossesses. » ai-je admis calmement. « Il y a des années. » Au tout début. Elle a dit qu'elle s'était arrêtée naturellement. « Et maintenant, tu te poses des questions. » J'ai hoché la tête. Le silence qui a suivi était pesant. Finalement, Frank a soupiré. « Tu sais quel a toujours été ton problème. Je suis sûr que tu vas me le dire. Tu as passé 15 ans à essayer de lui faciliter la vie. Ça s'appelle le mariage. » Non, a-t-il dit. Le mariage, c'est 2 personnes qui portent le poids. Ensemble. Toi, tu as tout porté. Au début, je me suis mis sur la défensive parce que Rachel travaillait dur. Elle n'était pas paresseuse. Elle gagnait aussi correctement sa vie. Mais une fois que Frank a commencé à énumérer les choses à voix haute, j'ai réalisé à quel point la situation était devenue inégale au fil des ans. Je payais l'hypothèque. Je payais les traitements de fertilité, les vacances, la BMW, l'adhésion au country club qu'elle utilisait à peine, les voyages à Cabo avec ses amis. Même. La plupart des comptes de retraite provenaient des investissements de mon entreprise. Pendant ce temps, Rachel continuait de grimper professionnellement.
Tout en agissant comme si mon soutien financier était simplement dû comme l'oxygène dans la pièce, quelque chose d'invisible. Quelques jours plus tard, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Facebook. Rachel avait posté une photo depuis son bureau. Un portrait professionnel, un grand sourire. Légende, parfois, se choisir soi-même est l'étape la plus difficile mais la plus nécessaire vers la croissance. 700 likes. Des commentaires remplis de fier de toi, les femmes fortes inspirent les gens, et tu mérites le bonheur. J'ai fixé cet écran jusqu'à ce que ma mâchoire se crispe. Personne ne savait ce qu'elle avait fait. Et pire encore, personne ne me croirait si je le disais. Parce que Rachel était intelligente. Elle ne m'attaquait pas publiquement, elle construisait un récit. La femme indépendante, le mariage émotionnellement épuisant, le sacrifice de carrière. Pendant ce temps, je devenais le mari invisible quelque part hors champ. Un problème dont les gens supposaient l'existence. Cette réalisation a changé quelque chose en moi. Pas de la rage, exactement. De la clarté. Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison vers minuit. Je ne l'avais pas prévu. Je pense qu'une partie de moi voulait encore qu'elle m'arrête, qu'elle s'excuse, qu'elle me dise qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Les lumières de la maison étaient allumées à l'étage. Je suis resté assis dans l'allée pendant presque 10 minutes avant d'entrer. Puis j'ai entendu Rachel rire, un rire doux, détendu, pas les pleurs nerveux du parking de la clinique. Un vrai rire. Je me suis dirigé vers le salon sans bruit. Et je me suis arrêté. Elle était en FaceTime dans la cuisine. Une voix d'homme sortait des haut-parleurs. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'en ai entendu assez. Tu mérites mieux que cette situation, a dit le type. Rachel a souri au téléphone d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Chaleureuse, admirative, jeune. Je suis resté là peut-être 3 secondes avant de faire demi-tour et de ressortir. Elle n'a jamais su que j'étais là. J'ai conduit jusqu'au lac Réhubar cette nuit-là sans destination précise. Vers 1h du matin, je me suis garé près de l'eau et je suis resté assis là, à regarder le lac sombre. Puis j'ai enfin admis quelque chose, peut-être que mon mariage se terminait depuis longtemps. J'étais juste le dernier amant. Rendre compte. De retour à l'hôtel plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai cherché le numéro d'un avocat spécialisé en divorce que Franck m'avait recommandé. Mon doigt a hésité sur le bouton d'appel pendant presque 1 minute entière. Puis j'ai appuyé, parce que pour la première fois en 15 ans, j'arrêtais d'essayer de sauver mon mariage pour commencer à essayer de me sauver moi-même. La première chose que mon avocat m'a demandé, c'est si je voulais un divorce émotionnel ou un divorce financier. Je me souviens avoir cligné des yeux. Face à lui, de l'autre côté de cet énorme bureau en acajou au centre-ville de Dallas, pendant qu'il ajustait ses lunettes de lecture comme s'il m'avait demandé quel genre de café je voulais. Quelle est la différence, ai-je demandé. Un divorce émotionnel vous coûte la paix, a-t-il répondu. Un divorce financier vous coûte de l'argent. La plupart des hommes de votre âge font l'erreur de choisir les deux. Il s'appelait Léonard Briggs, fin de la soixantaine, vétéran de la marine, le genre d'avocat qui parle assez doucement pour que les gens se penchent pour l'écouter.
Franck m'avait prévenu, ne te laisse pas berner par le vieil homme. Léonard pourrait probablement négocier une pension alimentaire avec Satan. Je l'ai engagé cet après-midi-là, non pas parce que je voulais me venger du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. La vérité était que quelque chose en moi avait changé après avoir vu Rachel rire lors de cet appel vidéo. Le choc s'estompait. À sa place venait quelque chose de plus froid, la conscience. Au cours des semaines suivantes, ma vie est devenue une succession de paperasses, de réunions juridiques et de longues nuits calmes à l'hôtel. Je continuais d'aller travailler tous les jours. Cela m'a surpris. On pourrait penser qu'un homme qui s'effondre cesserait de fonctionner, mais honnêtement, la routine est devenue la seule chose qui me maintenait debout. Je me rendais à notre bureau de Plano vers 7 heures du matin, je saluais les employés, j'assistais aux réunions d'intégration de logiciels et je faisais comme si mon mariage n'était pas en train de s'écrouler au ralenti. Puis je retournais à l'hôtel et je fixais le plafond jusqu'à 2 heures du matin. Certaines nuits, j'ai failli appeler Rachel. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que celle que je pensais qu'elle était me manquait. C'est le danger des longs mariages, votre mémoire ne cesse de réécrire la réalité pour vous protéger. Environ 3 semaines après le début de la séparation, Léonard m'a appelé. Pendant le déjeuner. Partagez-vous encore des comptes de stockage cloud avec votre femme? Techniquement, oui. Changez vos mots de passe. Cela a immédiatement attiré mon attention. Pourquoi? Elle est en train d'effacer des dossiers financiers. J'ai conduit directement du bureau au bâtiment de Léonard. Quand je suis arrivé, il a fait glisser des documents imprimés sur le bureau vers moi. Des virements bancaires, des comptes d'investissement cachés, des achats importants que je n'avais jamais vus. Rien de catastrophique, Rachel ne volait pas des millions. Ou quoi que ce soit d'aussi dramatique, mais elle avait discrètement ouvert des comptes séparés au cours des 2 dernières années et y avait redirigé ses primes. Votre femme se prépare à l'indépendance, a dit Léonard calmement. Elle gagne 75 000 $ par an. Elle prévoit de gagner plus. Cette phrase a pesé lourd dans ma poitrine parce que soudain, la chronologie commençait à prendre tout son sens, la promotion, le secret, la distance émotionnelle. Ce n'était pas de la panique, c'était de la planification. Quelques jours plus tard, les choses ont empiré. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel à passer en revue les emails de l'entreprise quand j'ai remarqué une activité de connexion inhabituelle sur notre compte cloud familial partagé. Normalement, je ne m'en serais pas soucié, mais des années dans la sécurité. Logiciel entraîne votre cerveau à remarquer les modèles. L'adresse IP provenait d'un hôtel de luxe au centre-ville de Dallas. Le week-end exact où Rachel m'avait dit qu'elle assistait à un séminaire régional sur le leadership. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de cliquer plus profondément. Ce que j'ai trouvé n'était pas explicite. Pas de photos compromettantes, pas de preuves dignes d'un film, juste des métadonnées, accès à des documents partagés, connexion tardive, chevauchement de lieux. Assez pour me retourner l'estomac. Bref, j'ai engagé une détective privée le lendemain matin. Cette partie me dérange encore un peu. Pas parce que c'était mal, mais parce qu'une fois que vous franchissez cette ligne, votre mariage est déjà mort, que vous l'admettiez ou non.
La détective s'appelait Carla Ruiz, ancienne policière de Dallas. Émotionnellement détachée d'une manière qui, honnêtement, me réconfortait. Elle m'a appelé 4 jours plus tard. Il y a un homme, a-t-elle dit. J'ai fermé les yeux. Qui? Kevin Hollis, vice-président senior dans l'entreprise de votre femme. J'ai reconnu le nom immédiatement. Rachel le mentionnait constamment au cours de l'année écoulée. Kevin pense ceci. Kevin dit que la direction veut cela. Kevin croit que j'ai l'étoffe d'un leader. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que ce gars vivait dans notre cuisine. Soudain, plus rien n'était drôle. Carla a continué prudemment. Je ne peux pas encore prouver une relation physique complète, mais il y a assez de contact en dehors des heures de travail pour soulever de sérieuses inquiétudes. Quel genre de contact? Des dîners privés, des hôtels, des week-ends qui coïncident avec des conférences. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis là, en silence, pendant presque 10 minutes. Pas en colère, juste fatigué. Profondément fatigué. Cette nuit-là, j'ai ouvert un vieux dossier de sauvegarde de notre compte de tablette partagée. Rachel avait oublié que les messages synchronisés y existaient. La plupart étaient inoffensifs, discussions professionnelles, programme de voyage, flirt. Puis j'ai trouvé le fil qui a fini par briser quelque chose en moi. Kevin, tu es sûr d'être prête à gérer sa réaction après la procédure? Rachel. Daniel survivra. Il survit toujours. Un autre message plus tard cette nuit-là. Un bébé maintenant gâcherait tout ce pour quoi nous avons travaillé. Nous. Pas elle. Pas je. Nous. Ma gorge s'est serrée si fort que j'ai dû me lever et aller dans la salle de bain. J'ai agrippé le lavabo à 2 mains tandis que la pièce tournait autour de moi. La douleur n'était pas explosive, elle était plus sourde que cela, comme quelque chose de lourd qui s'effondre lentement à l'intérieur de votre poitrine. À un moment donné, j'ai réalisé que je respirais trop vite. J'ai fait couler l'eau froide et je suis resté là, dans la salle de bain sombre de l'hôtel, à l'écouter couler tandis que le trafic du centre-ville bourdonnait faiblement à l'extérieur. Tout ce à quoi je pouvais penser était, depuis combien de temps est-ce que je finance ma propre humiliation? Le lendemain, Frank m'a aidé à sortir quelques effets personnels de la maison. Pendant que Rachel était au travail. À la moitié du chargement des cartons dans mon camion, il a pointé du doigt le vélo peloton dans le garage. Ça a coûté. Combien, ce truc? Quelques milliers de dollars? À peu près. Frank a ricané. Des milliers de dollars pour un vélo sur lequel elle n'est jamais montée. C'est tout ton mariage, ça. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des semaines. Pas parce que c'était drôle, mais parce que parfois les hommes rient juste avant de perdre complètement les pédales. À ce moment-là, Léonard avait déjà commencé à protéger les actifs de mon entreprise et à geler les dépenses communes inutiles. Encore une fois, rien d'illégal, rien de vindicatif, juste une gestion intelligente, contrôlée d'adultes. Cela a plus dérangé Rachel que n'importe quel cri. Elle a commencé à envoyer des SMS de plus en plus agressifs. Tu me punis maintenant. J'espère que tu es fier de toi. Tu deviens quelqu'un que je ne reconnais pas. Ce dernier message m'a presque fait rire, car je ne la reconnaissais plus non
Plus. Puis est venue la découverte finale. Kevin Hollis était marié à 22 ans de mariage, 2 filles adultes. Et d'après Carla, sa femme n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Cette nuit-là, je me suis assis seul à l'extérieur de l'hôtel, à côté d'un de ces foyers à gaz installés pour que les voyageurs d'affaires se sentent moins déprimés. Un couple à proximité buvait du vin et discutait de projets de retraite tandis que des avions traversaient le ciel nocturne. Je me souviens avoir fixé les flammes, pensant au secret, comment les gens pensent les contrôler, comment ils construisent des vies entières autour d'eux. Mais les secrets ne restent pas enfouis éternellement. Ils attendent juste le bon moment pour exploser. En octobre, j'avais arrêté de consulter les réseaux sociaux de Rachel. Cela semble dérisoire, mais c'était important. Pendant des semaines, je m'étais torturé avec ces publications soigneusement mises en scène, conférences sur le leadership, selfies souriant au bureau, citations inspirantes sur le courage et la croissance. Chaque photo avait l'air assez soignée pour figurer dans une publicité pharmaceutique. Pendant ce temps, je mangeais des plats à emporter dans une chambre d'hôtel et j'apprenais comment les avocats facturent à l'heure. À un moment donné. Cependant, l'épuisement a remplacé l'obsession. Je n'avais plus besoin de savoir ce qu'elle faisait à chaque minute. C'est alors que Léonard m'a appris quelque chose d'intéressant. L'entreprise de Rachel organisait un dîner exécutif régional dans un restaurant de grillado. Centre-ville de Dallas. Une petite célébration discrète, promotion, annonce d'expansion, réseautage. Le genre de rassemblement d'entreprise où tout le monde boit du bourbon coûteux en prétendant changer le monde en vendant de la logistique de fournitures médicales. Normalement, je ne m'en serais pas soucié, sauf que ma société de logiciels gérait une part importante de leur système de suivi de distribution à travers le Texas et l'Oklahoma. Et 2 jours plus tôt, Léonard avait officiellement soumis des preuves concernant Kevin Hollis au département de conformité de l'entreprise. Au même moment, la femme de Kevin recevait un colis de Carla. Reçu d'hôtel, message, dossier de voyage. Rien d'illégal, juste assez de vérité pour réduire plusieurs vies en cendres d'un coup. Je me souviens avoir demandé à Léonard, vous êtes sûr que ce timing n'est pas trop agressif? Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Daniel, vous ne faites rien. Exploser. Vous refusez simplement de continuer à protéger des gens qui vous ont menti. Cette phrase est restée en moi parce que, pendant des mois, j'avais continué à agir comme si protéger Rachel était de ma responsabilité. Même après tout ce qui s'était passé. Le soir du dîner, j'ai failli ne pas y aller. Sérieusement, je suis resté assis dans le parking de l'hôtel pendant 20 minutes à me demander si je voulais vraiment être témoin de ce qui allait suivre. La vengeance semble satisfaisante. En théorie, mais quand on en est proche, une étrange lourdeur s'installe, comme si votre âme savait déjà que personne ne gagne vraiment. Pourtant, vers 19h30, j'ai conduit vers le centre-ville. Le restaurant se trouvait près du quartier des Arts. Service de voiturier, grande baie vitrée. Homme en veste de sport parlant trop fort près de l'entrée. Je portais un Jean, des bottes brunes et un blazer bleu marine que Franck m'avait convaincu d'acheter des années plus tôt. Tu t'habilles comme un comptable déprimé, m'avait-il dit à l'époque.
Il s'avère qu'il avait raison. À l'intérieur, le restaurant sentait le whisky et la viande grillée. Lumière. Tamisée, musique de piano quelque part en arrière-plan. J'ai repéré Rachel. Presque immédiatement. Elle se tenait près du centre de la zone de restauration. Privée, un verre de vin à la main, riant de quelque chose que Kevin Hollis venait de dire. Pendant un instant, la voix m'a encore frappé plus fort que prévu. 15 ans de vie commune ne disparaissent pas du jour au lendemain. Votre corps se souvient de quelqu'un longtemps après que votre esprit a compris la vérité. Rachel était magnifique, plus âgée que lors de notre rencontre, évidemment, moi aussi mais confiante, élégante. Robe coûteuse, coiffure parfaite, tout à fait à l'aise au côté d'un autre homme alors que notre mariage se vidait lentement de sa substance dans des dossiers juridiques. J'ai failli faire demi-tour sur le champ. Puis elle a levé les yeux et m'a vu. L'expression de son visage a changé instantanément. Pas de la culpabilité et de la panique. Kevin s'est retourné ensuite. Il m'a reconnu lui aussi. Nous étions rencontrés 2 fois lors de réceptions d'entreprise des années plus tôt. J'ai fait un petit signe de tête poli et je me suis assis seul au bar. Tout au fond. C'est important, je n'ai pas fait irruption, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai commandé un old-fashion et j'ai regardé le match. Des Rangers en silence sur la télévision au-dessus des bouteilles. Environ 15 minutes plus tard, l'atmosphère de la pièce a changé. On pouvait le sentir avant même que quoi que ce soit ne se produise. Des téléphones qui vibrent, des chuchotements, des gens qui vérifient leurs emails. Une femme des RH s'est levée brusquement et s'est dirigée vers le couloir, son téléphone pressé contre son oreille. Le sourire de Kevin a commencé à s'effacer. Rachel semblait confuse. Puis les portes d'entrée se sont rouvertes. La femme de Kevin est entrée. J'avais déjà vu sa photo. Suzanne Hollis. La soixantaine, élégante d'une manière discrète. Collier en argent, chemisier vert foncé. Elle ne criait pas honnêtement, c'était pire. Toute la salle a mangé. Privée est devenue silencieuse comme la mort alors qu'elle marchait droit vers leur table. Kevin s'est levé à moitié. Suzanne. Elle a jeté une épaisse enveloppe devant lui. J'ai passé 22 ans à te défendre. A-t-elle dit calmement. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Rachel paraissait assez pâle pour s'évanouir. Kevin a baissé la voix immédiatement. Pas ici. Suzanne a eu un petit rire. Ou préférerais-tu ton humiliation, exactement, Kevin? Quelques cadres ont commencé à quitter discrètement la pièce. D'autres restaient figés sur place, faisant semblant de ne pas regarder. Puis le téléphone de Rachel a sonné. Elle a regardé l'écran et son visage s'est complètement vidé de ses couleurs. Les RH. J'ai su tout de suite. 1 minute plus tard, un autre cadre s'est approché de Kevin en privé près du couloir. La conversation semblait tendue. Geste vif, expression fermée. L'enquête de conformité avait progressé plus vite que prévu. Et sous tout cela se cachait l'autre problème, mon entreprise. 3 semaines plus tôt, Léonard avait officiellement notifié leur service juridique que nous ne renouvellerions pas notre contrat de logiciel logistique en raison de préoccupations éthiques concernant la conduite des cadres et les risques de responsabilité.
Nous perdre ne détruirait pas l'entreprise, mais cela créerait absolument un chaos interne, surtout en pleine saison d'expansion. Rachel s'est soudainement dirigée vers moi à travers le restaurant, d'un pas rapide. Ses talons frappaient le sol assez fort pour que les gens se retournent. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle murmuré. J'ai levé les yeux calmement. Non, j'ai simplement arrêté de le couvrir. Tu t'en es pris à mon travail. J'ai protégé mon entreprise. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément. Tu voulais m'humilier. Celle-là m'a fait plus de mal que prévu, car une partie de moi le voulait. Probablement. Pas publiquement, pas cruellement, mais après des mois à me sentir invisible et jetable? Oui, peut-être qu'une partie blessée de moi voulait qu'elle ressente enfin les conséquences, elle aussi. J'ai posé mon verre avec précaution. Tu as fait tes choix, Rachel. Toi aussi. Nous nous sommes fixés pendant plusieurs secondes. Puis, à l'autre bout de la pièce, quelqu'un a élevé la voix près de Kevin. Tout le dîner s'était officiellement effondré. Les cadres partaient. Le personnel chuchotait. Un pauvre serveur restait complètement figé à côté d'un plateau de steak, comme s'il s'était trompé de film. Rachel a soudainement semblé épuisée. Plus en colère, juste vaincue. Et pendant une seconde dangereuse, j'ai failli avoir pitié d'elle. Puis je me suis souvenu des échantillons de peinture pour la chambre. Je me suis souvenu de l'appel de la clinique. Je me souviens être resté assis seul sur des parkings à me demander pourquoi ma vie me semblait soudainement vide. Et la sympathie a disparu. Je me suis levé lentement. J'en ai fini ici. Dehors, l'air de Dallas semblait frais pour une fois. Le vent circulait entre les bâtiments, le trafic bourdonnait dans le centre-ville. J'étais à mi-chemin de mon camion quand Rachel m'a suivi dans le parking couvert. Daniel. J'ai continué à marcher. Daniel, s'il te plaît. Quelque chose dans sa voix m'a finalement arrêté. Pas de la manipulation, pas une performance de la peur, de la vraie. Je me suis retourné. Son mascara coulait légèrement sous ses yeux, ses cheveux étaient décoiffés par le vent. Pour la première fois depuis des mois, elle paraissait humaine au lieu d'être impeccable. Tu as détruit ma vie, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai répondu aussi honnêtement que possible. Non, Rachel. Ma voix est sortie fatiguée plutôt qu'en colère. Tu nous as détruit le jour où tu as pris cette décision sans moi. Elle a commencé à pleurer alors, de vrais sanglots. Et le plus étrange? Cela ne m'a pas fait me sentir victorieux, juste triste. Je suis monté dans mon camion. Et je suis resté là, agrippé au volant, tandis que les lumières de la ville se brouillaient sur le pare-brise. Mes mains tremblaient. Pas de rage, mais de chagrin. Parce que la vengeance, même quand elle est méritée, ne vous rend pas la vie que vous pensiez avoir. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai acheté une petite maison au bord d'un lac près de Granbury. Pas un manoir. Pas une de ces gigantesques propriétés riveraines appartenant à des cadres pétroliers retraités avec 3 bateaux et des cuisines extérieures plus grandes que mon premier appartement. Juste une simple maison de plein pied avec un quai en bois, un vieux fumoir et assez de calme pour m'entendre à nouveau penser. Cela a compté plus que je ne l'imaginais.
pendant un certain temps, après que tout fut fini, le silence me faisait peur. J'avais passé 15 ans à organiser ma vie autour des routines d'une autre personne, ses réunions, ses humeurs, ses ambitions. Même le bruit du sèche-cheveux de Rachel le matin était devenu une partie de la structure de ma vie. Puis soudain, il n'y avait plus rien. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de télévision allumée dans l'autre pièce, pas de petite conversation tendue faisant semblant que tout était normal. Juste moi. Au début, cette solitude semblait insupportable. Puis, lentement, elle est devenue paisible. Pas tous les jours. La guérison est plus désordonnée que ce que les gens admettent, surtout quand on est plus âgé. Les jeunes parlent de passer à autre chose comme si le deuil était un interrupteur. À 52 ans, on sait que c'est différent. Certains matins, je me réveillais encore en colère. Certaines nuits, je restais assis sur la terrasse arrière à me demander si j'avais manqué des signes des années plus tôt. Si je m'étais trop enterré dans le travail. Si Rachel et moi aurions pu sauver les choses si nous avions été plus honnêtes avant que le ressentiment ne se transforme en distance. On rejoue tout une fois qu'un mariage meurt. Chaque conversation, chaque silence, chaque moment où l'on a choisi le confort plutôt que la vérité. Mais la vie a continué de toute façon. Ce premier hiver à Granbury, j'ai appris à cuisiner correctement pour une seule personne sans me sentir pathétique. J'ai recommencé à pêcher pour la première fois depuis mes 30 ans. J'ai même rejoint un petit groupe de soutien à Fort Worth pour les hommes confrontés au divorce et à la perte d'une famille. Frank l'appelait le « club de la tristesse ». Puis il m'y a conduit lui-même. Le groupe se réunissait le mardi soir dans un gymnase d'église qui sentait vaguement le café brûlé et les vieux ballons de basket. Surtout des hommes plus âgés et des vétérans, des flics à la retraite, un veuf dont la femme était morte d'un cancer du pancréas, un gars qui avait perdu la garde de ses enfants après un divorce brutal. Personne n'essayait de jouer au sage. C'est ce que j'ai aimé. Là-bas. Les hommes de notre âge n'ont pas toujours besoin de conseils, parfois. Nous avons juste besoin d'une pièce où personne ne s'attend à ce que nous fassions semblant d'aller bien. Un soir, un gars plus jeune nommé Eric a raconté comment sa femme l'avait quitté après la mort de leur fils dans un accident de voiture. À la moitié de son récit, il s'est effondré complètement, enfouissant son visage dans ses mains. L'ancienne version de moi aurait probablement détourné le regard pour respecter son intimité. Au lieu de cela, je suis resté assis à côté de lui jusqu'à ce qu'il ait fini. Après la réunion, il m'a demandé doucement, « Comment as-tu survécu à la perte de ta famille ?» J'ai failli lui dire que je n'y avais pas survécu. Puis j'ai pensé à la maison. Du lac, au matin sur le quai, à Franck débarquant au hasard avec de la bière et de la viande grillée, au fait que j'avais passé presque 3 semaines récemment sans consulter le profil LinkedIn de Rachel. De petites victoires. J'ai survécu un jour à la fois, ai-je finalement dit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que c'était vrai. Rachel et moi ne nous sommes parlé que 2 fois après la finalisation du divorce. Les 2 fois pour de la paperasse. Pas de cris, pas de tentative de réconciliation dramatique, juste 2 personnes fatiguées terminant ce qui restait d'un mariage brisé. J'ai appris par des amis communs que Kevin Hollis
avait discrètement démissionné 3 mois après l'enquête. Rachel a techniquement gardé son poste, mais la promotion s'est envolée. Elle a fini par changer de département, moins de responsabilité de direction, moins de visibilité. Frank s'attendait à ce que je me réjouisse en apprenant cela. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Ça ne fait pas autant de bien que je le pensais? Ai-je admis un après-midi alors que nous étions assis devant chez moi à regarder la pluie traverser le lac. Frank a bu une gorgée de bière lentement. Ouais, a-t-il dit. C'est parce que tu n'es pas vraiment un gars vengeur. Peut-être qu'il avait raison. Ou peut-être qu'avec le temps, le chagrin finit simplement par épuiser votre capacité à haïr. Un matin brumeux au début du printemps, j'ai enfin ouvert la boîte que j'évitais depuis des mois. La boîte du bébé. Je l'avais emballée moi-même pendant le divorce. À l'intérieur se trouvait une minuscule paire de baskets bleues que j'avais achetées en ligne juste après que Rachel soit tombée enceinte, encore enveloppée dans du papier de soie. Il y avait aussi une photo d'échographie et une vieille note manuscrite que Rachel m'avait laissée après un cycle de FIV. Raté il y a des années, un jour, nous aurons notre miracle. Je suis resté assis à ma table de cuisine, fixant son écriture tandis que la lumière du soleil perçait lentement le brouillard à l'extérieur. Et pour la première fois depuis l'appel de la clinique, j'ai pleuré. Pas fort, pas de manière dramatique, juste les larmes silencieuses d'un homme s'autorisant enfin à porter le deuil de quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment affronté. L'enfant. Pas le mariage, pas la trahison, l'enfant. Cet après-midi-là, j'ai porté la boîte jusqu'au lac. L'eau était calme, le ciel gris, quelques oiseaux rasaient la surface. Près du quai se trouvait un vieux banc en bois face au rivage. J'y ai placé la boîte avec précaution. Sans la jeter, sans essayer de l'effacer, juste en la laissant reposer quelque part dehors de ma poitrine pour une fois. Puis je me suis assis à côté d'elle pendant un moment, écoutant le vent souffler dans les arbres. Vous savez, quand on est plus jeune, on pense que la force signifie l'endurance. On pense qu'être un bon mari signifie se sacrifier en silence, peu importe le prix. Mais quelque part en chemin, j'ai confondu la loyauté avec l'effacement de soi. C'était mon erreur. J'ai passé des années à essayer de devenir le genre d'homme capable de maintenir une famille unie envers et contre tout. J'ai travaillé plus dur, j'ai gagné plus, je suis devenu plus patient, plus compréhensif, plus indulgent. Et peut-être que tout cela comptait, mais pas si. Cela se faisait au prix de mon propre abandon. C'est la partie que personne n'enseigne aux hommes de mon âge, on peut aimer quelqu'un profondément et pourtant se perdre en essayant de le sauver. Parfois. La dignité consiste à partir avant qu'il ne reste plus rien de soi. Je pense encore au bébé parfois. Sans doute pour toujours. Certaines choses ne vous quittent jamais complètement. Mais ces jours-ci, quand je suis assis sur ce quai au coucher du soleil, regardant la lumière décliner sur l'eau, je ne me sens plus brisé. Juste plus vieux. Plus sage, peut-être. Un peu plus seul que ce que j'avais imaginé autrefois, mais enfin honnête avec moi-même. Et honnêtement, c'est encore une meilleure vie que de vivre aux côtés d'eux. Quelqu'un qui a cessé de vous choisir il y a longtemps. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, merci de l'avoir écoutée. Et si vous êtes en train de reconstruire votre vie plus tard que prévu, sachez
simplement qu'il n'est pas trop tard. Ni pour la paix, ni pour la dignité, ni pour un nouveau départ.